Merci d'être tous venus malgré le match de foot. Ça nous a fait On est vraiment très heureux d'avoir M. Sterdignac parmi nous. Je l'avais contacté en 2019 et on avait dû remettre la conférence à cause du Covid. En fait, moi j'étais très inquiète, enfin très interpellée par l'histoire de la dette. Tout d'un coup, il y avait plein d'argent pour le Covid et avant, il n'y avait pas d'argent pour quoi que ce soit. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose de très bizarre avec cette histoire de dette. Donc, M. Sterdignac qui a participé aux économistes intérêts, c'est vous qui avez fait partir cette association. À l'origine. Donc, vous êtes économiste depuis de longues années. Je pense qu'il est vraiment très habilité pour nous parler des dettes publiques et répondre à toutes nos questions. Je vous passe la parole. Donc mon exposé a 3 parties, mais je vais en faire que 2. Ah non. Voilà. Donc on va se poser la question, est-ce que la dette publique, c'est le grand problème auquel nous sommes confrontés? Et comme on va répondre non, on va ensuite s'intéresser à la dette écologique. On va essayer de définir et on va essayer de regarder dans quelle mesure laquelle est la plus préoccupante. Pour donner directement, pour spoiler un peu la fin de l'histoire, hein, on va voir que la dette écologique est beaucoup plus importante et que ça demande ce qu'on peut appeler un tournant écologique et social. Dans la période récente, l'économie mondiale a été frappée par un grand nombre de chocs. Hein, il faut se rappeler d'abord la crise financière en 2008, et puis qui a été suivie par une période de récession et de croissance du chômage. Et puis ensuite, on a eu la crise Covid, avec le quoi qu'il en coûte. Et puis maintenant, on a la guerre en Ukraine, et puis avec la reprise de l'inflation. Et durant ces périodes, hein, on a eu une forte hausse de la dette publique française. Donc ici, vous avez la dette publique française en pourcentage du PIB. Depuis 1978, en fait, en 1973, la dette publique était nulle, sans doute, et puis elle a commencé à monter. Hein, vous voyez que la dette publique monte à chaque période de crise. Donc, elle monte au moment de la crise. À chaque moment de crise économique. Hein, et vous voyez, elle se stabilise dans les périodes de forte croissance. Donc ici, on a la forte croissance sous Jospin. Ici, on a le ralentissement économique à la suite de la réunification allemande. Ici, on a une petite croissance en 2000. Non, excusez-moi. Ici, on a le ralentissement lié à la crise financière, qui fait monter fortement la dette publique. La dette publique monte pendant toute la période de récession de 2011 jusqu'en 2015. À partir de 2015, elle se stabilise et puis il y a la remontée au moment de la crise Covid et de
enfin, la crise Covid, là, on n'a pas encore le choc ukrainien. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête dès le début, hein, c'est que la dette publique n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène dans l'ensemble des pays, des grands pays développés. Donc ici, vous avez la croissance de la dette publique aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Vous voyez que c'est pareil. Il y a une exception en Allemagne. Et vous voyez que ici, vous avez les dettes publiques avant la crise Covid. Et vous voyez que dans la plupart des pays, la dette publique en pourcentage du PIB, elle est supérieure à 60% du PIB. Vous voyez que pour la France, on était à 93%, mais on atteint 134% pour l'Italie, 108% pour les États-Unis, 236% pour le Japon. Donc la France n'est pas une exception. L'exception, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas qui étaient en dessous de 60%. Pourquoi 60%? Parce que, comme vous savez, en 1992, on a signé un traité de Maastricht dans lequel il était marqué la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB. Et ce 60%, c'était un chiffre tout à fait sorti du chapeau. C'est le niveau que la France avait à l'époque. Et donc, on a dit, ben voilà, la France s'engageait à ne pas dépasser 60% du PIB. Mais vous voyez que, en fait, même avant la crise Covid, on avait largement dépassé les 60% du PIB. Et avec la crise Covid, ça a augmenté dans tous les pays. Dans tous les pays, on a dû soutenir l'activité. On a instauré du chômage partiel, on a aidé les entreprises, les ménages. La croissance a ralenti. Et donc, on est passé, si vous regardez le total des pays de l'OCDE, de 104 à 112, et pour la zone euro, de 94 à 93. Donc, dans tous les pays, enfin, dans l'ensemble des pays de la zone euro, on dépasse largement les 60%, et ensuite, à 93%, on est largement au-dessus. On a gagné 10 points et on dépasse largement les 60%. L'autre contrainte qui est liée, c'est de dire, on avait signé, le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB, et même, ça serait bien si petit à petit, on réussissait à équilibrer le solde public. Vous voyez qu'en 2019, la zone euro avait un déficit de moins 0,7% points de PIB, mais les pays à l'extérieur de la zone euro avaient des déficits beaucoup plus importants, que ce soit les États-Unis ou le Japon. Dans la zone euro, on avait imposé à un certain nombre de pays, les pays du Sud, de faire des politiques très restrictives. Et par contre, lorsqu'il y a eu la crise Covid, naturellement, on a augmenté massivement les déficits publics. En moyenne, on est passé à 7 points de PIB. Et puis on reste encore avec des déficits publics de l'ordre de 3 à 4 points de PIB dans l'ensemble des pays développés. Donc, première chose, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de problème français. On est comme tout le monde. Selon le pays auquel on se compare, on peut dire on est mieux ou moins bien, mais c'est pas mal. On n'est pas une exception. L'État, lorsqu'il a une dette publique, il va s'endetter à un certain taux d'intérêt. Et vous voyez ici une magnifique courbe qui vous représente l'évolution des taux d'intérêt dans les grands pays. Malheureusement, la personne qui a fait ce graphique est une personne très consciencieuse, donc elle a fait mois après mois, ce qui fait que ça fluctue beaucoup. Et que voilà. Donc si vous regardez la courbe en violet, c'est les États-Unis. Vous voyez que depuis
On ne va pas regarder. On va regarder un cours si vous regardez n'importe quel cours, à l'exception de l'Italie et de l'Espagne, que vous ne regardez pas, dans tous les pays, les taux d'intérêt ont fortement chuté parce qu'il y a eu la crise financière, et après la crise financière, les banques centrales ont pratiqué des taux d'intérêt très bas pour essayer de soutenir l'activité. La crise financière, ça fait que les banques ne voulaient pas prêter, ça fait qu'il y avait un déficit de demande, et donc les taux d'intérêt étaient très bas, et les taux d'intérêt sont restés bas jusque la mi-2021, jusqu'au moment, la toute dernière période où il y a une reprise de l'inflation. Mais donc, pendant l'ensemble de la période, on a des taux d'intérêt qui sont très bas, et donc on peut s'endetter à des taux extrêmement faibles. Voilà, on doit avoir un tableau ici, si je ne me trompe pas. Donc ici, vous prenez par exemple le cas de la France. En janvier 2020, avant la crise Covid, l'État pouvait s'endetter, donc c'est des taux à 10 ans, l'État pouvait s'endetter à 0,08%, puis c'est baissé un petit peu, puis dans la période récente, c'est remonté à 2,27 lorsqu'il y a eu la poussée d'inflation. Et vous voyez, pendant toute la période, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, donc on peut s'endetter sans problème. Et vous voyez, dans ce graphique, il y a deux exceptions, c'est l'Italie et l'Espagne. Pourquoi l'Italie et l'Espagne? Parce qu'il y a eu la crise grecque. Je ne vais pas représenter le taux d'intérêt grec parce que ce serait beaucoup trop. Il y a eu la crise grecque, et donc au moment de la crise grecque, les marchés ont pris peur et se sont dit attention, il y a un risque que la zone euro se disloque, que l'Italie et l'Espagne sortent de la zone euro, qu'on ne soit pas remboursé, et donc ils ont demandé une prime de risque pour détenir la dette de l'Italie et de l'Espagne. Et la prime de risque elle fluctue suivant les nouvelles que les marchés reçoivent de l'Italie et de l'Espagne. Et donc vous voyez, voilà, la prime de risque, on l'évalue en comparant le taux d'intérêt des pays avec soit le taux d'intérêt allemand, soit le taux d'intérêt de pays normaux en Europe. Vous voyez que la prime de risque pour l'Italie, si je compare ces deux chiffres, c'était 1,5 points avant la crise Covid. Quand il y a eu la crise Covid, c'est monté à 2 points, et maintenant c'est de 1,7 points. Donc, les marchés se méfient encore de l'Italie, par contre, ils se méfient plus de l'Espagne. Et la France, on a un taux d'intérêt normal, 2,3, qui est le taux d'intérêt normal dans la zone euro. Alors il y a un pays qui est privilégié, c'est l'Allemagne, qui s'endette un peu moins cher que tout le monde, parce que pour les marchés, ce qui compte, c'est à la fois la sécurité du pays, et puis aussi ce qu'on appelle la liquidité du marché, c'est-à-dire le fait de pouvoir être sûr de vendre sans problème les titres qu'on a. Or, l'Allemagne, c'est un pays très sûr, sa dette est très liquide, et donc le taux d'intérêt qu'elle paie est toujours plus bas que les autres. Mais vous voyez, le malheureux l'Italie, elle paye par exemple 1,4 points, 1,5 points de taux d'intérêt de plus que la France. Or, l'Italie a une dette qui représente à peu près 250% du PIB, et 250% que multiplier 1,5, ça doit faire 3,25, c'est-à-dire que chaque année, l'Italie doit payer 3,25 de son PIB au marché financier pour garantir les marchés financiers contre le risque d'une faillite de l'Italie qui en fait n'a pas lieu. Et l'autre problème, c'est que, qui est tout à fait crucial dans la zone euro, c'est que les marchés surveillent
la politique que font les pays. Et si un pays fait une politique un peu aventureuse, les marchés se disent, mon Dieu, il y a un risque que ce pays sorte de la zone euro, etc. Et donc, il doit automatiquement payer des taux d'intérêt un peu plus élevés, ce qui est pénalisant pour lui. Ici, vous avez en orange une petite, la courbe italienne, ça suit les fluctuations de la politique italienne. Et les marchés sont imprévisibles. Par exemple, les marchés ne s'attaquent pas à la France. Les marchés considèrent que la France est une valeur sûre, alors que, à certains moments, au moment de la crise des Gilets jaunes, on pouvait se dire, non, les marchés considèrent que non, qu'il n'y a aucun risque que la France ne puisse pas rembourser. Les États modernes peuvent toujours se financer. C'est pas comme les gens. Si vous avez besoin d'acheter un logement, vous allez voir votre banque et votre banque vous dit oui ou non. Si vous voulez acheter une Porsche, vous allez voir votre banque, est-ce que vous pouvez me prêter 150 000 € pour acheter une Porsche? La banque va vous dire, vous plaisantez avec votre salaire? Non. Pour les pays, c'est pas comme ça. Monsieur Bruno Le Maire ne téléphone jamais au banquier pour être sûr qu'il va pouvoir se financer. Parce qu'on a inventé un mécanisme qui garantit que les États peuvent toujours se financer. Alors comment ça se passe? Lorsque l'État émet des titres, a un déficit, il émet des titres. Et il existe une quinzaine de banques qu'on appelle les spécialistes en valeur du trésor, qui sont des grandes banques, qui s'engagent à acheter toute la dette que l'État veut émettre. Donc, lorsque l'État émet de la dette, ces SVT sont obligés de l'acheter. Ils achètent la dette et ensuite ils la replacent auprès de gens qui veulent détenir la dette. Qui veut détenir la dette? En France, par exemple, c'est les assurances vie. Si vous avez de l'assurance vie, votre assurance, en contrepartie de vos avoirs, lui, il a acheté de la dette publique, et donc, il va acheter de la dette publique. Mais, il est possible que les SVT se retrouvent avec trop de titres. Donc, ils ont que faire. Donc, à ce moment-là, ils vont à la Banque de France, et la Banque de France s'engage à leur racheter les titres. Et donc, l'État sait que toujours, quoi qu'il arrive, la Banque de France lui achètera les titres si nécessaire. Et donc, un État comme la France, non, excusez-moi, un pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, lui, a aucun problème. Il sait que la Banque centrale va lui racheter sa dette et il n'y a aucun risque de faillite. Le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'on émette trop de monnaie, ça fasse de l'inflation, ça fasse chuter le taux de change, mais l'État ne peut pas faire faillite parce que il y a toujours la Banque centrale pour racheter. Alors, il y a deux bémols à ce que je viens de dire. Premier bémol, c'est vrai pour les grands pays qui s'endettent dans leur monnaie. C'est pas vrai pour les petits pays africains qui sont obligés. Africain est pas un bon exemple. C'est pas vrai pour les petits pays d'Amérique latine qui sont obligés de s'endetter en dollars et qui, eux, ils ne peuvent pas créer des dollars, donc ils peuvent faire faillite. Et dans la zone euro, c'est pas clair. Parce que ce qui se passe dans la zone euro, c'est que la Banque de France achète les titres, mais qu'éventuellement, elle peut être obligée de se refinancer elle-même à la Banque Centrale Européenne. Donc en principe, ça se passe sans problème, mais à certains moments,
la Banque Centrale Européenne peut dire tel ou tel pays, je ne la soutiens plus, je ne le soutiens plus, et à ce moment-là, le pays fait faillite, est menacé de faillite. Et c'est arrivé une fois, la Grèce, à un moment donné, la Banque Centrale Européenne a fermé les robinets, donc les banques grecques n'ont pas pu se refinancer, et donc la Grèce a été obligée de changer de politique. Et donc, dans la Banque Centrale, dans la zone euro, en période normale, il n'y a pas de problème, tout tourne, on se refinance sans problème. Le risque, c'est la BCE peut fermer le robinet. Et les marchés, là, ils se disent, attention, il y a ce petit risque. Et à partir d'un moment où un pays dans la zone euro, un gouvernement arrive au pouvoir dans la zone euro et dit, je vais faire une politique qui va différente de celle que préconise la BCE, les marchés se disent, mon Dieu, il y a un petit risque, ça fait monter les taux d'intérêt, et donc c'est comment dire, c'est la faiblesse du système. Donc, comme vous savez, donc on a mon Dieu, on a une agence qui s'appelle l'agence France Trésor en France, qui émet les titres pour l'État. Et donc, soit elle émet des titres de moins d'un an, les bons de financement du Trésor, soit elle émet des titres de plus longue durée, qu'on appelle les obligations assimilables du Trésor. Et donc, le mois dernier, on a pu émettre la France s'est endettée à peu près à 2,2%. Et on émet aussi des titres indexés, c'est-à-dire que c'est l'inflation plus un certain taux d'intérêt réel. Et donc, à 10 ans, la France est endettée à moins 0,5%. C'est-à-dire qu'elle va devoir rembourser le taux d'inflation moins 0,05%. Donc les taux sont relativement bas parce que lorsqu'un État émet un titre, il doit comparer le taux d'intérêt sur le titre avec le taux de croissance. Si je peux émettre des titres à des taux plus bas que le taux de croissance, la somme du taux d'intérêt et du taux d'inflation, on considère que les taux d'intérêt sont bas. Parce que le taux d'intérêt, il est plus bas que la somme du taux de croissance et du taux d'inflation. C'est-à-dire que relativement au PIB, je vais avoir à rembourser moins que ce que ça m'a coûté. Par contre, si les taux d'intérêt deviennent supérieurs au taux de croissance, ça veut dire que la dette publique fait boule de neige et que je vais devoir rembourser plus relativement au PIB que j'ai emprunté. Mais, alors, en principe, j'ai un graphique, mais je ne sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il est? Ah, zut. Voilà. Donc ici, vous avez un magnifique graphique qui est malheureusement moche. Bon. Donc ici, vous avez les taux d'intérêt auxquels la France s'endette. C'est le taux à 10 ans. Vous voyez que ça a diminué au cours du temps. Avec la crise, ça a fait chuter les taux d'intérêt. Là, en bleu, vous avez le taux d'intérêt moyen payé sur la dette. C'est-à-dire, à un moment donné, on regarde combien on paye par rapport au stock de dette, et vous voyez qu'actuellement, c'est inférieur à 2%. C'est-à-dire qu'en moyenne, la France est endettée à des taux d'intérêt inférieurs à 2%. À 2%, c'est pas grand-chose. Et puis ici, vous avez le taux de croissance de l'économie française, la somme du taux de croissance en volume et du taux d'inflation. Alors malheureusement, cette courbe est moche, parce qu'on a la crise en 2020 et la remontée en 2021,
donc ça fluctue un peu trop. Mais vous voyez que, parce que souvent, le taux d'intérêt qu'on paye sur la dette est du même ordre de grandeur que le taux de croissance. Ce qui veut dire qu'à peu près, la dette ne coûte pas grand-chose. Hein, vous voyez que ici, ça c'est cette année, normalement, j'ai inventé un mois de décembre, mais c'est pas grave, le taux d'intérêt il reste très en dessous du taux de croissance. Donc le taux d'intérêt remonte, mais il n'y a pas encore à s'inquiéter. Donc si vous êtes opérateur sur les marchés financiers, hein, vous avez de l'argent à placer, vous avez des gens qui vous placent de l'argent, qui vous donnent de l'argent et qui vous disent placez-le au mieux. Là, vous devez choisir, soit vous les placez en Allemagne, ça vous rapporte 1,8%, c'est pas beaucoup, soit en France, ça vous rapporte 2,27, c'est un peu mieux, soit en Italie, 3,82. Le problème, c'est qu'en Italie, il y a un petit risque que l'Italie sorte de la zone euro. Et donc, si vous êtes un peu courageux, eh bien, vous achetez un peu de titres en italien de manière à avoir une rentabilité un peu plus forte. Et puis, vous choisissez, soit vous achetez des titres à 1 an, 5 ans, 10 ans. Et le problème, c'est que si vous achetez des titres à 10 ans, et que les taux d'intérêt remontent, les titres que vous avez achetés, ben, ils vont perdre de leur valeur. Donc il faut arbitrer, choisir entre les taux courts et les taux longs. C'est le métier, pas très utile, mais des marchés financiers. Et là, vous avez une magnifique courbe qui vous représente les taux auxquels l'État peut s'endetter suivant la maturité, la longueur des titres. Donc là, c'est les taux auxquels on pouvait s'endetter il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les taux d'intérêt étaient très bas. Ils étaient même négatifs. Donc l'État s'endettait à des taux négatifs. Donc la dette coûtait absolument bien. Lorsque l'État trouvait des gens qui acceptaient de lui prêter à 10 ans à des taux de moins 0,3, 0,4%. Et puis ça remontait progressivement. Et là, vous avez la courbe des taux le mois dernier. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'État s'endette à peu près à 2,5%. Les taux remontés. Et le problème, c'est que les banquiers qui avaient acheté des taux ici, qui avaient acheté des titres à des taux très bas, ben ils sont perdants. Tant pis pour eux, parce qu'ils n'avaient pas anticipé que les taux allaient remonter si vite. Alors la dette française, elle est détenue pour 48% par des non-résidents, donc des gens qui ne sont pas français. Parmi les non-résidents, il y a des pays étrangers, des réserves de pays étrangers, un certain nombre de pays étrangers ont des réserves, et bon, ben voilà, ils en détiennent une grande partie en dollars, et une partie en euros, et par exemple en titres français. Par exemple, l'Algérie détient des titres, de façon importante, des titres français. Il y a aussi des fonds de pension étrangers, parce que la dette française, elle rapporte un peu plus que la dette allemande, et elle a la réputation d'être sûre. Il y a 24% qui est détenu par la Banque de France. Donc, la Banque de France a acheté une partie importante des titres. Et il y a 28% qui sont détenus par des résidents français. Les résidents français, c'est surtout des gens qui ont une assurance vie. Et cette assurance vie, eh ben, ça devient des titres. C'est aussi des gens qui ont ce qu'on appelle des OPCVM,
Donc si vous allez dans une banque, si vous avez l'argent à placer, vous achetez des SICAV obligataires, ça va être des titres publics. Et ce qu'il faut voir, c'est que les assurances, les OPCVM et les banques détiennent aussi des titres étrangers. Et grosso modo, on estime que le total des titres détenus par les ménages français, c'est à peu près égal au montant de la dette publique. La France, comme on va le voir tout à l'heure, n'a pas de dette extérieure. Donc, grosso modo, les ménages français détiennent, pas directement, mais par l'intermédiaire de l'assurance vie, des titres italiens, des titres allemands, des titres espagnols, à peu près, ça correspond à peu près au montant de la dette publique. Deux points importants. Les gens qui détiennent la dette publique française, ce n'est pas les plus riches. Si vous êtes très riche, vous n'allez pas acheter la dette publique qui vous rapporte très peu. Si vous êtes très très riche, ben vous allez posséder une entreprise. Vous appelez Arnaud, Peugeot, Muliez. Si vous êtes un peu moins riche, ben vous allez acheter des logements, de l'immobilier, de l'action, les titres qui détiennent. Les gens qui détiennent la dette publique, c'est les classes moyennes, c'est pas les plus riches. Et le second point important, c'est que les Français détiennent à peu près le montant de la dette publique. Voilà. Alors, souvent, on entend dire « Mon Dieu, la dette publique c'est épouvantable, il faut absolument la réduire, on vit au-dessus de nos moyens, et donc il faut faire des économies. Il faut faire moins de dépenses publiques. » La première chose qu'il faut, premier discours, la charge de la dette c'est épouvantable. Actuellement, la charge de la dette, c'est pas grand-chose. En réalité, c'est plus que 20 milliards. Donc c'est 0,8% du PIB. Les taux d'intérêt sont très bas. Et donc, les rentiers, ceux qui détiennent le titre de la dette, on leur donne des taux d'intérêt très faibles. Donc ça coûte très peu. Deuxième argument, chaque bébé qui naît, il a déjà une dette publique qui est de 42 000 €. Donc c'est épouvantable. Naître en France, c'est la catastrophe, parce que le petit bébé, déjà, dans son berceau, il y a une dette publique de 42 000 €. C'est dur, hein? Troisième argument, on vit à crédit depuis 45 ans, ça fait 45 ans, excusez-moi, depuis 48 ans, ça fait 48 ans qu'on n'a pas de budget en équilibre. Et quatrième argument, s'il y a une dette publique, c'est parce qu'il y a trop de dépenses publiques. Alors, quand vous regardez, vous apercevez que la plupart des pays ne connaissent pas d'équilibre budgétaire. L'Italie, comme la France, n'a pas d'équilibre budgétaire depuis 1974. Et même un pays comme, sur 48 ans, les États-Unis ont eu 3 années d'excédent, le Japon 5. Donc l'équilibre budgétaire, c'est très rare, et donc c'est pas une norme. Ensuite, comme je l'ai dit, tous les pays ont des dettes et ont des dettes publiques importantes. Donc la France a une dette qui est équivalente à celle de l'Espagne, beaucoup plus faible que celle du Japon et de l'Italie, équivalente à peu près aux États-Unis, et l'exception, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Et les autres pays ont tous des dettes publiques importantes. Et ensuite, il n'y a aucun rapport entre le niveau de la dette publique et le niveau des dépenses publiques. Donc au Japon, par exemple, il y a très peu de dépenses publiques, mais il y a une dette nette qui est très importante, et c'est l'inverse en Suède. Donc ce qui explique la dette publique, c'est pas qu'on dépense beaucoup,
quand on dépense beaucoup, ben, on a aussi beaucoup d'impôts. Hein, c'est le fait qu'on a besoin d'une dette publique tout simplement parce que la demande est insuffisante et donc il faut un déficit pour que la demande soit suffisamment élevée. Alors les administrations, ils ont une dette évidemment, mais en même temps, ils ont des avoirs financiers. D'abord, la France possède, l'État français possède des avoirs financiers qui représentent 58% du PIB, aussi bien les entreprises publiques, les administrations de sécurité sociale comme l'ARCO, la GIRC, ils ont des titres, et puis surtout, eh bien, on a une infrastructure, des écoles, des hôpitaux, des routes, qui représentent 92% du PIB. Donc quand on fait le total, on s'aperçoit qu'en réalité, les administrations, ils ont une richesse qui représente 13% du PIB. Donc ils ne sont pas déficitaires. Le patrimoine des administrations, c'est relativement important. Mais en plus, c'est rien par rapport au patrimoine que possèdent les ménages. Les ménages ont des logements pour 8 000 milliards d'euros. Ils ont une dette, 1 700 milliards d'euros, et ils ont aussi des avoirs financiers. Donc au total, la richesse des ménages, c'est 12 milliards d'impôts, 12 000 milliards d'euros. Et donc un petit calcul simple vous montre que ça représente, si on fait le total de ce qu'on possède, de ce que la France possède, ça représente 6,7 fois le PIB. Si on fait le total, les usines, les routes, les hôpitaux, les écoles, 6,7 fois le PIB, et on n'a pratiquement pas d'endettement extérieur. Donc au total, le bébé qui naît, si vous regardiez la valeur de la France, le bébé qui naît en France, si on prend la richesse nationale, on divise par le nombre de personnes, on obtient 245 000 euros. 245 000 euros, c'est à la fois la valeur de votre logement, mais c'est la valeur des usines partagées entre tout le monde. Donc conclusion, il vaut mieux naître en France que dans un pays du tiers-monde où il n'y a pas de dette publique, mais où il n'y a pas ces 245 000 euros. Et puis ce qui est important aussi, c'est que la France a conservé un taux de fécondité élevé, donc on aura moins de problèmes de retraite que nos voisins, que les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Donc il ne faut pas s'inquiéter, on n'a pas une dette publique importante. On a une dette publique comme tous les pays développés et on a une richesse nationale qui est relativement importante. Donc comme je l'ai dit, la dette publique ne coûte rien actuellement, 1,4% du PIB en moyenne. C'est relativement peu, surtout aujourd'hui on a une inflation de l'ordre de 6%. Quand vous regardez en 2021, l'année dernière, on a versé 35 milliards d'intérêts au marché financier, mais on s'est endetté pour 163 milliards. Ce qui fait que les marchés financiers, ils nous ont apporté 128 milliards. Ainsi, du jour au lendemain, on disait, on se ferme complètement au marché financier, c'est 128 milliards qui nous manqueraient. Donc la dette publique ne coûte rien tant que le taux d'intérêt n'est pas trop éloigné du taux de croissance de l'économie. La dette, contrairement à ce que disent les hommes politiques souvent, les hommes politiques de droite, ou des gens peu, ou même de gauche, une certaine gauche,
l'État n'est pas un ménage. L'État ne doit pas être géré comme un ménage pour de nombreuses raisons. Premièrement, l'État il contrôle le niveau des recettes, il peut décider d'augmenter les impôts. Deuxième raison, l'État il peut décider d'avoir un déficit parce que c'est nécessaire pour soutenir l'activité. L'État est éternel, donc il n'a pas remboursé la dette à un moment donné. La seule chose, c'est de montrer que, grosso modo, il la contrôle, de ne pas inquiéter les marchés financiers. Mais il n'y a pas une date petit t où on va dire, il faut rembourser la dette. Lorsque l'État fait des investissements qui vont durer pour plusieurs années, il est normal qu'il les finance par l'endettement. Donc il est normal qu'on ait un déficit qui correspond à l'investissement. Et l'investissement public en France, c'est 2 à 3% du PIB. Donc il est normal d'avoir un déficit de l'ordre de 2 à 3% de PIB. Il n'y aura pas une génération. La dette publique ne se rembourse pas, on la fait rouler. À chaque année, il y a des titres qui arrivent à échéance, mais automatiquement, les institutions financières auxquelles on la rembourse, ils la réinvestissent. Il n'y a pas une année où on va dire, en 2025, hop, il faudra rembourser la dette, et ça va tomber sur le rable des gens qui seront là en 2025. En 2025, on continuera à faire tourner la dette. Et donc, il n'y a aucun problème, tant que la dette, tant que le déficit est contrôlé, que ça ne provoque pas une surchauffe de l'économie, il n'y a aucune raison de penser que la dette est excessive. Alors pourquoi a-t-on besoin d'une dette importante dans tous les pays depuis une cinquantaine d'années? La réponse, c'est que depuis une cinquantaine d'années, il y a eu la mondialisation, la globalisation. On a d'un côté des pays qui veulent accumuler des excédents, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, qui veulent préparer l'avenir. On a la Chine qui a des excédents, on a le Japon qui a des excédents, on a les pays producteurs de pétrole qui ont des excédents. Tout ça, ça pèse sur la demande, donc la demande est insuffisante. Dans tous les pays, maintenant, l'idée c'est il faut être attractif, il faut être compétitif, et donc il faut faire pression sur les salaires, et on peut le faire d'autant plus qu'il y a la menace des pays à bas salaire. Donc la part des salaires a tendance à baisser par rapport à la part du capital. Et en même temps, les capitalistes qui ont des profits importants, ils investissent relativement peu en Europe, parce qu'ils préfèrent investir en Chine ou dans les pays à bas salaire. Et donc là aussi, on a un déficit de demande lié au fonctionnement du capitalisme financier. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, et dans les ménages se sont massivement endettés pendant une certaine période. Avec la crise des subprimes, ils ne peuvent plus s'endetter, et donc c'est l'État qui s'endette à la place des ménages. Et donc la dette publique, c'est pas causé, c'est pas un phénomène en soi, c'est un phénomène qui est nécessaire compte tenu du fonctionnement du capitalisme financier. J'oublie que dans un certain nombre de pays, anglo-saxons, on a développé la retraite par capitalisation, et la retraite par capitalisation, ça veut dire que les gens accumulent pour épargnent pour plus tard, et donc lorsque les gens épargnent pour plus tard, ça fait un déficit de demande, et donc pour soutenir l'activité,
on est obligé, les gouvernements sont obligés d'un côté d'avoir de la dette publique et de l'autre côté de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas. Peut-on annuler la dette publique? Non. Tout à l'heure. La dette publique, vue de gauche, vue de droite, vue du patronat. Vue de gauche, il y a 4 points de vue. Le point de vue bête, qui est le point de vue keynésien. C'est le mien. C'est des gens qui disent que lorsqu'il y a un déficit de demande, les ménages, les entreprises n'investissent pas assez, les profits sont trop élevés, les riches sont trop riches, et du coup, la consommation et l'investissement sont insuffisants pour assurer le plein emploi, donc il faut un déficit public et de la dette publique. Le point de vue de gauche, ça consiste à dire la dette publique c'est scandaleux parce qu'on paye des intérêts aux plus riches. Mais non, c'est pas vrai, puisqu'on a vu que ce n'est pas les plus riches qui ont la dette publique et que les intérêts qu'on paye, c'est relativement faible. Point de vue des économistes de droite, la dette publique, ça vient du fait qu'on fait payer nos dépenses d'aujourd'hui par les générations futures. Point de vue faux, puisqu'on a vu que les générations futures, elles vont bien sûr hériter de la dette publique, mais comme c'est elles qui vont posséder les titres de la dette publique, elles ne vont pas souffrir. Vos enfants, bien sûr, ils supporteront la dette publique, mais en même temps, ils supporteront, grâce à votre héritage, les titres de dette publique. Les pauvres, bien sûr, ils n'ont pas d'héritage, mais en contrepartie, ils payent peu d'impôts. Les riches vont avoir un héritage, mais en contrepartie, ils vont payer des impôts. Donc, il n'y a pas un scandale à ce niveau-là. Le patronat, lui, il a un point de vue ambigu. D'une part, parce qu'il se rend bien compte que le déficit public, ça soutient la demande. Et d'autre part, il se dit, si on réduit le déficit public, eh ben, le risque, c'est que ça se fasse en augmentant les impôts sur les entreprises ou en ne baissant pas les impôts sur les entreprises. Et donc, naturellement, le patronat, il ne doit pas crier trop fort. Il faut réduire la dette publique parce qu'on va lui dire, il n'y a aucun problème, payer plus d'impôts ou arrêter de réclamer des baisses d'impôts. Peut-on annuler la dette publique? Il y a 2 manières d'annuler la dette publique. Il y a 3 manières. La manière sérieuse, ça consiste à dire, les gens qui m'ont prêté, tant pis pour vous, je ne vous rembourse pas. Alors ça a été longuement réfléchi à l'échelle internationale, et on a dit, il y a 3 raisons qui font qu'un pays peut décider de ne pas rembourser. Premièrement, parce que la dette est dite illégitime. C'est une dette qui a été souscrite par un dictateur contre l'avis de sa population. Et donc le gouvernement démocratique qui prend sa place, il n'est pas censé rembourser. Deuxième argument, la dette est odieuse. C'est-à-dire que le gouvernement l'a utilisée pour accumuler des avoirs à l'étranger, mais pas du tout pour le bien de sa population. Là aussi, on a le droit de ne pas rembourser. Et troisième raison, on a le droit de ne pas rembourser lorsque le remboursement de la dette, ça obligerait à faire des efforts trop importants à la population. Donc lorsqu'un pays en développement a une dette trop importante, il va voir les gens qui lui ont prêté de l'argent se réunissent, ça s'appelle le Club de Paris, et ils peuvent décider ensemble de ne plus demander le remboursement de la dette. Mais vous voyez qu'aucun de ces éléments ne s'applique à la France. La dette la dette a été
fait par des gouvernements démocratiques, etc., etc. Le gouvernement, la France n'a aucune difficulté à se faire rembourser sa dette, quitte à s'endetter de nouveau. Les gens qui lui ont prêté à des taux d'intérêt très faibles, donc on ne peut pas annuler la dette. On ne peut pas dire, par exemple, monsieur là, qui a accumulé 100 000 euros sur son compte d'assurance vie, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, ben désolé, on ne rembourse pas. Il faut un prétexte qu'on n'a pas, naturellement. Donc on ne peut pas annuler la dette. Certains disent, ben, on peut annuler la dette qui est détenue par la Banque de France. Mais non, on ne peut pas, parce que la Banque de France, c'est une filiale de l'État, au niveau financier. La Banque de France, lorsqu'elle elle fait des profits, et elle rembourse, et elle verse des dividendes à l'État. 5-6 milliards chaque année. Donc, si on annulait cette dette, la Banque de France serait déficitaire, et ce déficit, eh ben, ça ferait partie de la dette publique. Donc ce n'est pas une solution. Donc la seule solution pour annuler la dette, mais ça prend du temps, hein, c'est d'augmenter les impôts sur les plus riches ou lutter contre l'évasion fiscale. Et on ne peut pas annuler la dette en annulant la dette des détenteurs ou en annulant la dette de la Banque de France. Si on annulait, j'ai oublié, bien sûr, si on annulait la dette qu'on doit aux pays étrangers, les pays étrangers porteraient plainte devant les tribunaux internationaux et les tribunaux internationaux nous donneraient tort et on serait dans une situation horrible, comme a connu la Russie ou l'Argentine, où tous les autres pays auraient le droit de saisir les biens français à l'étranger. L'Argentine. L'Argentine avait été condamnée et donc il y avait le malheureux ambassadeur de France en Argentine, tous les jours il y avait des huissiers qui venaient essayer de lui chipper ses meubles. Bon, c'est pas génial. Bon, cela dit, la dette publique n'est pas un problème. Le problème, c'est le problème écologique. Un problème écologique il est simple. Jusqu'à présent, on est engagé dans dans une croissance extrêmement polluante, aussi bien en dégâts sur la biodiversité, en émissions de gaz à effet de serre, en utilisation de matières premières non renouvelables. Ça ne peut pas continuer longtemps. Et donc, on va se heurter de plus en plus à des contraintes, hausse du prix des matières premières, et puis, surtout, augmentation de la température. Donc, il faut prendre un tournant. Il faut prendre un tournant. À l'accord de Paris, on avait dit on va limiter la température à 1,5 degré. Maintenant, l'objectif, c'est plutôt de le limiter à 2 degrés. Et les engagements pris par les différents pays, c'est plutôt 3 degrés. Ce qui est beaucoup. Et donc, il faut d'urgence réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, un Français émet 12 tonnes par an, si on tient compte des importations, et il faudrait passer à 1 tonne, c'est-à-dire le réduire par environ de 85%. Et donc, c'est le problème. Et on voit que ce problème, il est beaucoup plus important que celui de déficit public, parce que celui de déficit public, c'est, bon voilà, on a émis des titres, c'est pas grave, c'est monsieur et madame qui détiennent les titres,
ils vont les détenir, ils vont le donner à leurs enfants. C'est pas un problème. Tandis que le problème du réchauffement climatique, c'est un problème grave. Il faut une stratégie globale. Cette stratégie globale, il faudrait la penser à l'échelle mondiale, mais il n'y a pas de gouvernement mondial. Et donc c'est difficile. Vous savez, il y a 3 stratégies possibles. La première stratégie, c'est le capitalisme technologique vert. C'est la stratégie optimiste, disant on va se débrouiller, c'est pas un problème, on va faire du progrès technique, des innovations, et on va sortir par le haut. Ne vous inquiétez pas, on va faire, il y a des solutions techniques, le moteur à hydrogène, la fusion atomique, les OGM, etc. Il y a le réchauffement climatique, mais c'est pas grave, on peut émettre des poussières de soufre dans l'atmosphère pour réduire la température. On peut, il y a plein d'idées, on peut irriguer le Sahara, voilà, on peut replanter des milliers d'arbres, des milliards d'arbres, on peut inventer une nouvelle race de vaches qui ne ruminent pas, ainsi de suite. Et donc on peut capter le CO2. Et donc tout ça, avec des progrès technologiques, on n'a pas de problème. Il suffit simplement de faire ces progrès. Le problème, c'est que ces paris, c'est des paris technologiques qui sont... Il faut réussir à stocker l'électricité produite par des énergies non renouvelables, ce qui n'est pas énergie renouvelable, ce qui n'est pas du tout évident. Donc on a besoin d'un grand nombre de progrès techniques. On a besoin d'une très forte volonté politique. Est-ce que cette volonté politique existe dans un monde dominé par le capitalisme où chaque entreprise cherche son profit? C'est douteux. Mais la stratégie du capitalisme technologique vert est celle quand même que la France et l'Europe ont tendance à adopter. La seconde idée, c'est le développement durable, disant, ben oui, ok, on va à la fois réussir à se développer et on va faire des économies d'énergie qui vont nous permettre d'être compatibles avec les contraintes écologiques. Et donc, le développement durable, d'un côté, on décarbone l'énergie, développement des énergies renouvelables, et puis, comme vous savez, il y a un très grand arbitrage à faire. Est-ce qu'on développe ou est-ce qu'on renonce au nucléaire? Sachant que, de toute évidence, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Et donc, renoncer au nucléaire, ça demande de recours à beaucoup d'énergie renouvelable qui pose des problèmes de stockage et d'intermittence. Le nucléaire, c'est dangereux, mais c'est un arbitrage à faire. Ensuite, deuxième partie, économie d'énergie, découplage énergie-PIB. On lutte contre le gaspillage, contre l'obsolescence des biens durables, on rénove les logements, les villes, on développe les transports en commun, et puis on va de plus en plus loin, on interdit, on réduit la consommation de viande, on incite les gens à ne pas acheter de biens durables, mais à les partager. Et puis ensuite, troisième idée, on change complètement la nature de la croissance, moins de produits matériels, plus de produits immatériels, au lieu d'aller passer vos vacances aux Seychelles, vous apprendrez le chant français, c'est beaucoup moins polluant. Et puis, voilà. Donc ça, c'est la deuxième source, le développement durable. Et pour inciter au développement durable, l'instrument important, c'est la taxe carbone. Ça consiste à dire, on fait payer de plus en plus cher l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, on peut faire des calculs pour arriver à des chiffres extrêmement forts. Le problème, c'est que ça ne suffit pas.
C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le prix du carbone, les gens sont étranglés et il faut leur donner une solution. C'est-à-dire que il faut remplacer la voiture individuelle par des transports en commun ou par des voitures légères. Il faut remplacer, il faut rénover les logements, tout ça. C'est pas simplement la hausse du prix du carbone qui va faire le boulot. Mais par contre, on en a besoin pour que les entreprises se disent, mon Dieu, il faut que je modifie mes techniques de production pour ne pas utiliser tellement de carbone. Et puis, la troisième solution, c'est la décroissance. C'est l'idée de dire, notre niveau de production, de consommation, il n'est pas soutenable, surtout si on veut le généraliser à l'échelle mondiale. Et donc, il faut accepter des baisses importantes de notre niveau de consommation. On n'a pas le choix. Et, bien sûr, on va dire aux gens, vous aurez moins de biens matériels, mais vous aurez plus de culture, plus de services. On va mieux s'occuper des personnes âgées, on va mieux s'occuper voilà, des choses qui ne coûtent pas cher en CO2. Et voilà, pour certaines personnes, ça n'a pas d'importance. Si vous aimez lire et jouer du piano, tant mieux. Et pour les gens qui aiment les voyages à l'étranger, les voitures, la moto, ça va être dur. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc pour terminer, donc le problème c'est d'aller vers une société sobre, égalitaire et socialiste. Pourquoi sobre? Parce que faut faire des économies de gaz à effet de serre et de produits matériels. Il vaudrait mieux que ce soit égalitaire, parce que le risque, c'est une société extrêmement inégalitaire, où les plus riches ne font aucun effort et où tout repose sur les plus pauvres. Et pourquoi socialiste? Socialiste en ce sens qu'actuellement, c'est les grandes entreprises qui déterminent l'évolution de la production et qui vous la fait absorber par la publicité. Alors, on n'a pas le moyen de résister. Il y a une publicité montée qui vous dit attention, il faut des lames Gillette il faut des rasoirs Gillette avec 7 lames, il faut absolument des SUV, il faut des sérums pour la peau, etc. Et puis voilà, on est obligé de suivre. Et donc la société socialiste, c'est une société dans laquelle on dit aux gens, ben voilà, on réfléchit, est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on autorise ou pas les SUV? Non, on les interdit. Est-ce que on peut partir en week-end à New York? Non, c'est interdit. Vous avez droit à 4 voyages en avion durant toute votre vie. Est-ce que vous avez le droit d'acheter une voiture? Non. Vous irez louer, lorsque vous en aurez besoin, deux fois par an, vous louerez une voiture, et le reste du temps, vous prendrez les transports en commun. Et donc, voilà, on peut en discuter, mais l'idée c'est qu'on en discute, quoi. C'est pas la publicité qui vous impose les SUV. Et puis aussi, voilà, on arrête la mode, quoi. On dit aux gens, désolé, vous portez votre manteau pendant 3 ans, s'il est effectivement en état d'être porté pendant 3 ans, vous n'allez pas changer de manteau parce que cette année c'est le mauve et l'année suivante c'est le cacadois. Non, c'est pas possible. Donc, la société socialiste, c'est ça. Ça demande aussi que au niveau des entreprises, ça change. Actuellement, les entreprises, le but c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Non, on va dire non. Maintenant, le but au contraire, c'est de réduire, dans un certain nombre de cas, c'est plutôt de réduire le chiffre d'affaires pour satisfaire les besoins à moindre coût.
comme la CETA, quoi, ou la Française des Jeux. Normalement, la CETA, son but, ça aurait dû être de réduire la consommation de tabac, pas d'augmenter. La Française des Jeux, ça devrait être d'inciter les gens à faire autre chose que jouer. Voilà, it's all. Voilà le programme auquel on est. Voici le programme où on est confronté. Alors, comment on finance les investissements verts? C'est pas un problème, heureusement. D'abord parce que actuellement, le calcul, ça va nous coûter 4 points de PIB. Actuellement, on investit 24 points de PIB chaque année. Donc, c'est faisable. Simplement, il faut verdir les investissements. Quand vous construisez un logement, il faut tenir compte du fait que le prix de l'énergie va être exorbitant. Donc, il faut penser tout de suite à l'isolement. Et pareil pour les entreprises. Les entreprises, il faut leur dire attention, vous serez dans un monde où le prix de l'énergie sera très élevé. Lorsque vous faites vos investissements, il faut y penser. Et voilà, problème. À court terme, il n'y a pas de problème. C'est à court terme, voilà. Il faut investir dans la rénovation des logements. C'est un boulot. Il faut à la fois financer les gens et développer les compétences nécessaires. C'est un problème industriel. Il faut des transports collectifs, on sait faire. Donc à court terme, on impulse l'activité. À moyen terme, petit à petit, il va falloir dire il y a un certain nombre d'activités coûteuses, inutiles. Il faut y renoncer. Le problème, c'est qu'il faut convaincre tous les pays du monde, ce qui n'est pas évident. Et puis, on n'a pas beaucoup d'alternatives, parce que sinon, on va à une catastrophe avec un monde beaucoup plus chaud et avec un monde beaucoup plus inégalitaire. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques, des critiques, des... Oui. Oui, là, il y a... Allez-y. Moi, je veux deux questions. À un moment donné, dans votre exposé, vous avez parlé d'une dette liquide. C'est quoi une dette liquide? Deuxième remarque, vous n'avez jamais abordé le problème des bourses et du CAC 40, comment il s'articule avec les marchés. Et dernière remarque, là c'est une remarque personnelle, le socialiste que vous avez décrit nous fait penser à la Corée du Nord et à la Chine. Mais ça, c'est une remarque personnelle. Alors, pour répondre à votre question, normalement, au début, il y avait un slide qui s'appelait « L'avenir, c'est la RDA ». On est d'accord. En fait, l'avenir, c'est la RDA. C'est-à-dire qu'en RDA... Non, en RDA, les besoins de chacun étaient satisfaits, mais il n'y avait pas le choix. Et donc, voilà, donc c'est... Bon, on peut dire... Mais d'un autre côté, voilà, ça peut pas vous plaire, mais il faut voir quelles sont les alternatives. Vous pouvez vous dire, très bien, moi je fais plutôt confiance à la technologie, et si ça marche pas, et ben tant pis pour nos enfants, là il y a un problème enfant, et voilà. La bourse, oui, j'en ai pas parlé. Effectivement, le fait qu'il y ait des taux d'intérêt extrêmement faibles, normalement c'est censé inciter à l'investissement, mais en réalité, ça incite beaucoup à la spéculation, puisque vous pouvez vous endetter à des taux très bas, et puis vous utilisez pour spéculer. Et du coup, on a une bourse qui est extrêmement fluctuante, et vous voyez que la bourse augmente de façon extrêmement forte, puisque en début d'année, on avait retrouvé les niveaux juste avant les crises financières.
Donc on était pratiquement à des niveaux, on était à des niveaux très proches des niveaux avant les crises financières. Et donc le problème, c'est qu'on a une bourse qui est extrêmement volatile, extrêmement instable, et qui ne sert pas à grand chose en réalité, puisque ça apporte très peu d'argent frais aux entreprises. Voilà, c'est un jeu. Vous avez peut-être entendu, il y a 15 jours, que le Bitcoin s'était effondré et que du coup ça a fait disparaître 2000 milliards de richesses. Cette richesse, elle n'existait pas. Cette richesse, elle n'existe pas. C'est comme si je dis que ce stylo, voilà, il vaut 100 millions, on se met d'accord, vous êtes d'accord, 100 millions. Et puis à ce moment-là, il y a quelqu'un un peu bête qui dit « Ah ben non, il vaut que 10 euros ». On dit « Ah, ce monsieur, il a fait disparaître 100 millions ». Ben non, les 100 millions, ils n'ont jamais existé. Et donc, c'est un sous-produit de la financiarisation. Et ben, ça permet aux gens de s'amuser, comme on peut voir. Et il y a un phénomène maintenant de... Les marchés sont, comment dire, auto-réalisants, et là, ils savent très bien qu'il faut être optimiste, et donc ils continuent à être optimistes, malgré toutes les nouvelles plus ou moins alarmantes, et au moment du Covid, on a pensé que ça allait chuter, mais vous voyez, c'est tout de suite reparti. Il y avait une troisième question, monsieur. Je n'ai jamais parlé de dette liquide. Non, mais un titre est liquide quand on est sûr de pouvoir le vendre très facilement et sans perturber le marché. Donc si vous avez une importante quantité de titres allemands, vous pouvez aller le vendre tranquillement, vous n'avez aucun problème. Et donc c'est pour ça que les titres allemands sont un peu moins chers que les titres finlandais. Parce que les titres finlandais, bon, ils sont sûrs, mais c'est moins liquide. Et le rôle des SVT aussi, c'est d'assurer que le marché est liquide, c'est-à-dire que même si vous voulez vendre une énorme quantité de titres, la BNP Paribas vous rachète. Voilà. Une question à... Oui, j'avais une question aussi, du coup, c'est... vous avez fini sur plein de mesures ou plein de modalités qui permettent d'atteindre une égalité sociale et écologique, ou en tout cas une sobriété plus écologique. La question, c'est est-ce qu'on a des chances d'être optimiste? Parce que là, on est entre personnes qui se sensibilisent et qui donc ont un regard assez sensible par rapport à tout ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la tendance générale. Et donc on est sous des gouvernements qui prennent des mesures qui vont moins dans ce sens-là, ou en tout cas peut-être pas autant ou aussi rapidement qu'on l'espère. Donc est-ce qu'on peut être optimiste sur une égalité sociale, une sobriété écologique? Non, on ne peut pas être optimiste sur la sobriété écologique. Voilà. Donc c'est une sorte d'utopie que vous nous avez vendue. Une sorte d'utopie que vous nous vendez. Non, mais c'est pas une utopie, mais c'est simplement, il faut prendre conscience du fait que c'est un problème grave, qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut faire pression sur les gouvernements pour aller dans le sens d'une société plus sobre et moins dictée par les grandes entreprises. Et voilà, donc ensuite c'est une tâche difficile. Hein. Voilà. Là par exemple, il y a la guerre en Ukraine, vous voyez que ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis en service les centrales à charbon qui en principe devaient toutes être fermées. Donc on avait le choix entre sobriété et CO2. Le gouvernement n'ose pas imposer directement la sobriété. Hein. Il y avait des mesures simples, mais on n'ose pas le faire. Dorénavant, les programmes de télé s'arrêteront à 22h. Voilà, une mesure simple qui
c'est de la sobriété. Si on tire la pub, ça pourra marcher. Oui, enfin bon. Et je veux dire, voilà. Interdire un certain nombre de véhicules polluants, interdire la climatisation au-delà de certaines limites. Bon, voilà. Oui, tous ces problèmes-là, ils sont franco-français. Ce que j'aimerais savoir, si au niveau de la COP, on envisage de parler un jour, de remettre à plat tous les traités de libre-échange. Allez, Non. La réponse est non. donc c'est pas la peine de... La COP n'est pas... oui, enfin bon. Je pense pas qu'à la COP, on ait mis en cause les traités de libre-échange. Par contre, effectivement, on peut les remettre en cause au niveau de l'OMC et effectivement, ça fait partie des questions qui se posent. On ne peut pas dire que la question n'est pas posée, c'est-à-dire effectivement, il y a un certain nombre d'organisations qui disent qu'il ne faut plus signer de traité de libre-échange sans avoir une expertise sur le coût en dégradation, biodiversité, etc. Et puis, bon, par ailleurs, il va falloir voir si l'OMC accepte que, effectivement, on remette en cause le libre-échange pour des raisons écologiques. Bon, la question va être posée. Elle n'est pas abordée au COP, mais elle va arriver. Vous savez que l'Europe a comme projet de mettre une taxe sur les importations en provenance de pays qui n'appliqueraient pas la taxe carbone. Voilà. On va voir. C'est un vaste projet qui est très difficile à mettre en œuvre, mais bon, c'est un projet qui traîne dans les bureaux. Y a-t-il une autre question à droite? Vous avez très bien évoqué la spécificité de cet endettement, que l'on peut fonctionner avec, que ce n'est pas dangereux. Et dans les années 70, il n'y avait pas d'endettement. Pourquoi est-il né? Bon, on imagine la crise pétrolière, mais pourquoi maintenant vous évoquez que son fonctionnement est sain et équilibre l'épanouissement des différentes économies? C'est une bonne question. On va faire deux réponses qui sont de nature totalement différente. En 1973, il y a eu le choc pétrolier. Donc à partir du moment où il y a eu le choc pétrolier, ça veut dire qu'il y a eu un transfert important de pays riches vers des pays arabes ou des pays, surtout des pays arabes, qui en fait ont accumulé des avoirs. Et donc ces avoirs, ils ont manqué. Ça a été un aspect dépressif dans l'économie mondiale. Et cet aspect dépressif dans l'économie mondiale, il a fallu le compenser par une hausse de l'endettement des pays ou l'endettement des ménages. Et c'est à partir de 1973, donc du choc pétrolier, que effectivement on a eu une croissance de l'endettement. Voilà. S'il n'y a pas de questions. Par ailleurs, on est sorti d'une période, qui était la période 45-73, où il y avait une très forte croissance, où les entreprises investissaient beaucoup, avec des profits extrêmement faibles. Les taux d'intérêt étaient très bas par rapport au taux de croissance,
Et donc les entreprises investissaient beaucoup, et grâce à l'inflation, les taux d'intérêt corrigés de l'inflation étaient extrêmement négatifs. C'est ce qu'on a appelé l'euthanasie des rentiers. Si vous aviez... vous placiez votre argent à 3%, vous avez une inflation de 10%. Donc la dette, elle a immédiatement fondu. Donc de 45 à 73, on a un fonctionnement, beaucoup d'investissements avec très peu de profit. Et c'est la mort des actionnaires, c'est la mort des rentiers. Les entreprises sont dirigées par des chefs d'entreprise dont la grande préoccupation c'est la croissance et qui n'ont pas besoin des actionnaires. Et à partir de 1980, il y a eu ce qu'on a appelé la contre-révolution néolibérale. Madame Thatcher, Reagan et un certain nombre de penseurs comme Friedman ont dit c'est pas possible, il faut restaurer le capitalisme. Donc on va restaurer le capitalisme, on a augmenté massivement les taux d'intérêt et les entreprises ont réclamé beaucoup plus de profits pour investir. Les actionnaires ont repris le contrôle dans les entreprises. On a dit aux entreprises, on se fout de la croissance et de l'emploi, l'important c'est les dividendes et le profit. Et donc on est passé dans un nouveau système qui a fonctionné plus ou moins bien de 1980 à 2007. Et en 2007, nouvelle crise financière, et à ce moment-là, on est passé à un autre système. Voilà. Mais l'année, il y a 2 années charnières, 73 et 81, 80 ou 82 suivant le pays, où effectivement il y a eu un changement du fonctionnement du capitalisme. Alors effectivement, on serait beaucoup mieux si les entreprises investissaient massivement et si les actionnaires se contentaient de profits beaucoup plus faibles. À ce moment-là, on n'aurait pas besoin de déficit public. Et le problème, c'est que c'est plus l'histoire. Il y a une autre question. Dans tout ça, il y a une chose qu'on ne parle pas du tout, à part le CO2, ce sont les déchets. On est sur l'investissement, sur du développement des entreprises, du développement de la consommation. D'une part, ça fonctionne sur de la terre, et surtout, ça produit des déchets. C'est partie de l'histoire. C'est partie de l'histoire de l'atteinte à la biodiversité, etc. C'est pour ça que normalement, il faut à la fois la taxe carbone et puis il faut ce qu'on a appelé la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Parce que les économistes de haut niveau ont dit qu'il faut une taxe générale sur les activités polluantes. La taxe générale sur les activités polluantes, c'est comme la taxe carbone, c'est un truc miracle qui permet de résoudre la question. C'est international. Non, le problème c'est qu'on n'a pas réussi à la mettre en œuvre, parce que tous les pays ne sont pas d'accord, et puis ensuite, quand on vous met une TGAP, là, vous avez le lobby important des industriels qui empêche que le TGAP a le niveau important qu'il devrait avoir, et ensuite, il faut appel aux consommateurs. On dit aux consommateurs, si effectivement il y a une taxe très importante sur les déchets, ça veut dire qu'on va augmenter le prix des voitures, le prix des machines à laver, etc. Le prix des smartphones, parce qu'il faut intégrer tout ce que ça va coûter pour les démanteler, etc. Et donc ça augmente de façon massive les prix. Le grand problème, c'est que l'économie, il y a une contradiction, il ne faut pas le
veux dire, il y a une contradiction entre la préoccupation écologique et le niveau de vie, dans un grand nombre de cas. Et donc, voilà. Donc on peut sortir un peu de cette contradiction en disant on va prendre aux riches et on ne va pas toucher aux pauvres. Mais nous sommes tous riches si on regarde à l'échelle mondiale. C'est pour ça que c'est difficile et donc on est dans un... Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, les rats vont nous envahir, non? Les rats vont nous envahir. Non? Il y a 6 millions de rats à Paris. Non, c'est pas Paris. Je ne connais pas la question des rats. Ah d'accord, mais pourtant il y en a. Hein. J'avoue que c'est hors de mon domaine de compétences. Il n'y a pas d'autres questions? Non, on va remercier. Encore une fois. Minute de publicité. Voilà. Donc nous avons un site. Vous tapez économiste atterré sur Internet. Vous pouvez avoir accès à notre site. Et puis, bon, voilà, il y a des notes ou sur des sujets variés. Et on peut s'inscrire pour une newsletter. Et on peut s'inscrire pour une newsletter. Et puis, on peut s'inscrire sur Facebook ou sur Twitter. Peut-être sur Instagram. Je fais partie de ces personnes qui militent pour la transmission du savoir. On vous remercie. Et la prochaine fois, ce sera mardi 24 janvier avec Sarah Mazouf, qui est sociologue, et elle, c'est pareil, il y a 3 ans, elle devait venir, et tous les ans, on va lui remettre. Et le sujet, c'est sur race, c'est sur le terme de race, et que ça Je pense aussi que vous voulez faire... Moi j'avais oublié. Pour ceux qui sont intéressés par Rosa Bonheur, qui est une peintre paysagère, animalière du 19e siècle, et en ce moment il y a donc une grande rétrospective de son œuvre au musée d'Orsay. J'ai fait au mois d'octobre ici même une conférence sur elle. Je refais la même conférence avec quelques petits détails en plus, mais samedi prochain, samedi à 15h, à la médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge. Donc si vous connaissez des gens ou si vous-même vous êtes intéressé, donc je vous convie à cette conférence le samedi à 15h à la médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge. Merci. Merci.